Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Joseph Vicenzini. À Corte, en Corse, Joseph Vicenzini, alias Jojo, est une figure locale. Des affaires qui tournent bien, un succès indéniable auprès des femmes, des copains pour jouer au poker. Et pourtant, un jour de janvier 2005, Jojo disparaît. Plus inquiétant encore, sa maison révèle de nombreuses traces de sang et le coffre-fort a été vidé. Alors sa réussite a-t-elle fait des envieux ? Son passé et ses amitiés sulfureuses l'ont-ils rattrapé ? À moins que la clé de l'énigme se trouve du côté de sa vie sentimentale mouvementée. La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. 22 mars 2005, à Corte, au cœur des montagnes corses. Deux gendarmes s'approchent d'une Peugeot 106. Après l'avoir inspecté sous toutes les coutures, les gendarmes ouvrent le coffre. Et là, c'est la stupeur. Une horrible odeur se dégage du véhicule et sous un amas de branchages et de feuilles mortes, ils font une macabre découverte. Dans un drap taché de sang, un cadavre décapité. Pour les gendarmes de Corte, c'est le début d'une incroyable enquête. L'affaire commence 2 mois plus tôt, le lundi 24 janvier 2005. Il est 15h, au bar de l'Oasis, cours Paoli, au centre de Corte. Jean Vicenzini, 56 ans, et patron de l'Oasis depuis 25 ans, a fait l'ouverture comme tous les jours. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Son frère, Joseph, n'est toujours pas là. Pour la 10e fois, Jean Vicenzini rappelle Joseph, qui ne répond pas. Jean est inquiet. Jamais son frère ne reste sans donner signe de vie aussi longtemps. Jean Vicenzini s'étonne de ne pas voir son frère, donc il se rend à son domicile. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Il s'aperçoit que la porte est ouverte, ce qui n'est pas dans ses habitudes, puisque c'est quelqu'un de très prudent, qui ferme toujours à clé sa porte. C'est louche, quoi. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc, il va appeler, en fait, leur meilleur ami. J'ai un appel de détresse de Jean qui me dit Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vicenzini. « Descends vite à la maison, il est arrivé un malheur, il est arrivé un grand malheur. » Marco, le meilleur ami des frères Vicenzini, les connaît depuis toujours et sait que Jean n'est pas du genre à paniquer sans raison. Il n'hésite pas un seul instant et fonce rejoindre son ami. Quand j'arrive au domicile, je vois la voiture de Jojo garée comme il avait l'habitude de la garer. Je vois Jean qui fait les 100 pas devant le domicile et qui me dit il y a du sang de partout, il y a la porte ouverte, il y a du sang de partout. Je rentre. Je suis de suite interpellé par des traces de sang un peu de partout, dans la maison, contre les murs, sur une boule de papier essuie-tout ensanglanté. Du sang partout dans la maison, mais pas la moindre trace de Joseph. Les deux hommes préviennent aussitôt les gendarmes qui les rejoignent sur place. Très très vite, les gendarmes vont s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé dans la maison. L'appartement a été mis en dessus-dessous, donc vraisemblablement, ça indique la présence d'étrangers au domicile de Jean Vicenzini.
que les gendarmes vont constater, c'est la présence de ces traces de sang. Vincent Raffray, juge d'instruction. Sur le lit de Joseph Vincenzini. À l'emplacement de la tête sur le traversin, il me semble, il y avait une grosse tache de sang. On comprend que manifestement, il y a eu une lutte, il y a eu une bagarre. Bien évidemment, on ne peut pas imaginer ce qui s'est réellement passé. Les gendarmes trouvent aussi un coffre-fort ouvert, vidé de son contenu. Puis, Jean Vincenzini, qui connaît la maison, leur explique que son frère collectionnait les fusils et les couteaux de chasse. Or, toutes les armes ont disparu. Ça, c'est suffisant pour déclencher l'ouverture d'une enquête. Une maison vide, des traces de sang mais pas de victime. Pour les enquêteurs, il faut agir vite. Joseph est peut-être en danger quelque part. Toute la brigade est mobilisée. Il y a des recherches qui sont menées par les gendarmes autour de Corté, dans les rivières, dans la forêt aux alentours. Ou peut-être même dans une voiture, dans un ravin. Ils font de nombreuses recherches, mais sans résultat. Joseph reste introuvable. Les gendarmes pensent à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais les proches sont sceptiques. Trop de détails ne collent pas avec cette hypothèse. Un cambriolage semble peu probable parce que le frère de Jojo Vincenzini sait pertinemment qu'il est extrêmement prudent, qu'il n'ouvrait pas sa porte à n'importe qui, il n'y a pas de trace d'effraction. La porte est juste ouverte. Ce qui laisse supposer qu'il connaissait les gens qui ont pénétré dans son appartement. Le coffre vidé évoque une mise en scène. Est-ce qu'on a voulu faire croire à un cambriolage? Et surtout, où est passé Joseph? On a toujours l'espoir d'un accident et qu'il ait appelé à l'aide et que quelqu'un l'ait transporté dans un service hospitalier. On ne peut pas imaginer à ce moment-là que Jojo a disparu. Les recherches dans les hôpitaux de la région ne donnent rien. Et la disparition de Joseph est de plus en plus inquiétante. Pour les enquêteurs, la thèse d'un accident s'éloigne à grands pas. Et personne ne croit plus au cambriolage improvisé. Avec une maison dévastée, pleine de sang et aucun corps, les questions s'accumulent. Qu'est-il arrivé à Joseph? La petite ville de Corté, sous le choc, n'imagine pas l'ampleur que va prendre cette histoire. Corté, c'est la Corse des montagnes, loin des plages et des stations balnéaires. Ce sont 7000 habitants qui se croisent et se côtoient sans le moindre incident. Ici, les jours se suivent et se ressemblent. Et si les hivers sont rudes, il fait bon vivre dans cette petite commune nichée en plein centre de l'île. Corté, ce bourg qui se prend pour une ville. Et en fait, c'est une ville très petite. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Corté, c'est essentiellement une rue principale, on appelle ça le cours en Corse. Et c'est vrai que pour les Cortenais qui sont nés là, ils se connaissent tous parce qu'ils ont tous été à l'école ensemble, ils sont restés là. Corté, plus qu'une petite ville, c'est un gros village. Tout le monde s'apprécie ou ne s'apprécie pas. Chaque fait et geste est connu du voisin et de l'ensemble de la micro-société cortenaise. Mais quand le soleil se couche sur la jolie carte postale, Corté révèle un autre visage. Quand on gratte un petit peu ce vernis cortenais, il y a ce monde de la nuit. Dans les restaurants, dans les bars, il y a vraiment une certaine ambiance. Le soir, on voit des étudiants qui vont de bar en bar. Il y a à côté de ça des joueurs de cartes. Il y a un petit peu tout ce monde qui se mélange, tout ce petit monde qui cohabite. C'est une ville finalement qui dort jamais vraiment, quoi. À Corté, Joseph Vincenzini n'est pas n'importe qui. Le patron de l'Oasis est un des hommes forts de la région. En Corse, tout le monde a des surnoms. On l'appelle Jojo, c'est un homme de petite taille avec des moustaches pas banales, des sortes de moustaches à la mexicaine. Et surtout, ces regards noirs de berger qu'on rencontre souvent. Il n'a pas d'enfant, il fréquente sa famille, son frère, quelques amis très proches, mais il n'est pas particulièrement mondain.
Mais Joseph ne fait pas que servir l'apéritif. Ses activités dans ce petit monde de Corté vont bien plus loin. Et surtout, après le coucher du soleil. C'est surtout quelqu'un qui organise des parties de cartes. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Il est à la fois le banquier et en même temps le chef de partie. Alors démarrer une partie de cartes chez les Vincenzini, c'est quelque chose. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un peu les patrons de la table de jeu, quoi. Et puis surtout, tout le monde a une énorme confiance en Joseph et dans son honnêteté. Finalement, Joseph est cette espèce un peu de juge de paix bienveillant de la nuit à Corté, quoi. Vincenzini, de fait de son positionnement dans la ville de Corté. Pascal Garbarini, avocat de la défense. C'était quelqu'un de connu et de reconnu, qui justement serrait beaucoup de mains. C'est un petit notable. Tout le monde le connaît, Jojo à Corté, parce qu'il tient l'Oasis et en plus une boîte de nuit. Donc c'est quelqu'un d'important à Corté. Dans le petit monde cortenais, la disparition subite d'une figure locale est une véritable secousse. Les imaginations s'enflamment. Et dans la ville, on ne parle que de cela. Avec une seule question. Qui aurait pu en vouloir à Joseph ? Évidemment, hein, Corté, c'est tout petit, donc le cours Paoli s'affole et bruise de toutes les rumeurs possibles et imaginables. C'est invraisemblable, une disparition comme ça. Autant on a l'habitude de la malamorte et des morts par balle, ça on connaît, mais une disparition, c'est assez rare. Et les questions qui se posent, c'est un enlèvement, pourquoi ? Les gendarmes se mettent au travail. Et la première piste qu'ils vont explorer, ce sont les activités nocturnes de Joseph. Ces parties de poker clandestines. Les gendarmes essaient de rechercher un petit peu les zones d'ombre de la personnalité. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une condamnation qui remonte pour des affaires de jeux clandestins. On sait qu'il y a des parties de cartes plus ou moins légales. Vincent Raffray, juge d'instruction. Il a été condamné il y a plusieurs années dans une affaire de machine à sous. Et ils ont l'intuition que l'homicide de Jojo Vincenzini peut être lié à son activité dans les jeux. Les gendarmes découvrent qu'une rumeur court les rues de Corté. Joseph aurait accumulé un petit magot. Et cela aurait pu susciter des convoitises. Le fait que son coffre soit ouvert, qu'il n'y ait rien dedans, mais surtout, c'est que Joseph et les frères Vincenzini, on le sait, ont quand même de l'argent. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent pour Corté. La piste privilégiée, je dirais la piste la plus récurrente, c'est le crime crapuleux. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. À savoir que quelqu'un imaginait que Jojo puisse détenir une grosse somme d'argent et puis, je dirais, se rendre à son domicile. Et quelqu'un que Joseph connaissait suffisamment pour le laisser entrer, car il n'y a pas eu d'effraction. Pour tenter d'identifier ce mystérieux visiteur, les gendarmes passent au crible l'emploi du temps de Joseph la veille de sa disparition. Qui a-t-il rencontré ? Qu'a-t-il fait durant cette soirée du dimanche ? De nouveaux personnages font leur apparition. Ils vont apprendre que Jojo a passé une partie de la soirée à dîner dans un des bars qui est concurrent, mais en réalité qui est tenu par un de ses amis, Xavier Luciani, puis va revenir dans son propre établissement vers 22h pour démarrer une partie de cartes. Et qu'à un moment, après avoir reçu un appel, il va quitter la partie de cartes, quitter le bar, en disant aux personnes présentes « Je m'en vais, je reviens rapidement ». Et en fait, on ne le reverra jamais. Imaginez que Jojo puisse manquer cette soirée-là avec ses partenaires de jeu de cartes, j'ai du mal à y croire. Il faut vraiment qu'on l'ait appelé pour un motif bien précis. Les gendarmes sont intrigués. Pour Joseph, la partie du dimanche est la plus importante de la semaine. Alors pour qu'il l'abandonne en cours de route, l'appel qu'il a reçu devait être capital. Les gendarmes, pour découvrir une preuve, ils vont fouiller de près la téléphonie et leur fil d'Ariane, c'est essentiellement cet appel qui est passé par la victime
à une personne à 23h39, donc c'est-à-dire pendant qu'il est en train de jouer aux cartes. Et ils vont se rendre compte que le dernier appel qu'il a reçu, il a été émis par donc Nathalie Battesti, qui se trouve être l'employé d'un restaurant qui s'appelle l'Échiquier à Corté. Cet appel téléphonique, c'est le démarrage véritable de l'enquête des gendarmes, de conclure que si Joseph Vincenzini est parti de son bar l'Oasis un petit peu avant minuit et qu'il s'est rendu chez lui, c'est suite à un appel de Nathalie Battesti. Au cœur de cette étrange affaire, cette femme tient désormais un rôle essentiel. Elle est convoquée à la gendarmerie, mais dans un premier temps, elle déclare que ce Joseph, elle le connaît à peine. Nathalie Battesti n'apparaît pas dans l'environnement de la victime. Elle n'a pas de lien affectif, elle n'est pas amie, elle n'est pas dans son réseau personnel. Or, la téléphonie dit le contraire. Les enquêteurs analysent les factures détaillées de son portable. Et là, c'est la surprise. Les gendarmes vont se rendre compte qu'il y avait eu à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2005 et également du mois de décembre 2004, plusieurs appels passés entre Nathalie Battesti et Joseph Vincenzini. Alors pourquoi Nathalie ment-elle aux enquêteurs? Serait-elle liée à la disparition de Joseph? Qui est cette mystérieuse Nathalie? Nathalie Battesti, elle ressemble à beaucoup de femmes corses avec de longs cheveux, très noirs. Nathalie, qui est plutôt une jolie femme, qui est en instance de divorce. Elle n'est pas heureuse dans son couple, elle n'est pas épanouie. Elle essaie de joindre les deux bouts en faisant des ménages. Les gendarmes découvrent que Joseph et Nathalie se connaissent en fait depuis très longtemps. Jojo, elle l'a connue à l'école. Elle a eu une petite aventure quand elle était très jeune. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Et elle le retrouve plus tard dans le cadre de cette sinistre histoire. Récemment, en fin d'année 2004, Joseph Vincenzini avait voulu reprendre cette relation sentimentale de jeunesse. Ils avaient repris de nouveau eu des relations intimes. Pour les enquêteurs, même si elle ne l'admet pas, il est clair que Nathalie entretient une liaison avec Joseph. Et la jeune femme leur réserve encore bien des surprises. Trois semaines après la disparition de Joseph, pour les gendarmes, l'enquête se complique encore. Car ils apprennent que la belle Nathalie entretient une autre liaison, et cette fois connue de tous. Nathalie s'affiche depuis plusieurs mois et de manière assez ostensible Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. avec son patron, Xavier Luciani. Tout le monde sait dans le milieu que Nathalie et Xavier sont ensemble. Elle a un rôle au sein de ce restaurant L'Échiquier. Elle est serveuse, elle est femme de ménage. Stéphane Gazzo-Marfizzi, avocat de Nathalie Battesti. Elle s'occupe de nettoyer, de repasser les nappes et les serviettes, mais elle a aussi un rôle dans la vie de Xavier Luciani. Et de la même manière, elle lui fait son ménage, et elle lui lave et elle lui repasse ses vêtements. Xavier Luciani n'est pas n'importe qui à Corté. Non seulement c'est le fils de l'ancien maire, mais en plus il tient l'Échiquier, l'un des restaurants les plus populaires de Corté. Luciani, d'abord, on l'appelle Xavier. C'est un bon père de famille qui s'occupe bien de ses 3 enfants. Xavier Luciani est perçu comme quelqu'un de bien inséré socialement. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. C'est une figure cortonaise, plutôt gentil, affable, puisque il tient une affaire, il a l'habitude de recevoir du public, il est plutôt généreux avec ses amis, pas un voyou, et quelqu'un de lisse. Nathalie, en instance de divorce, est tombée éperdument amoureuse du séduisant Xavier. Mais voilà, il semblerait qu'elle ait aussi un faible pour Joseph.
Une situation hautement explosive dans une petite ville comme Corté. D'autant qu'en épluchant la téléphonie de Nathalie, les gendarmes découvrent un autre élément troublant. Ce qui est très étrange, c'est que les 21 fois où Nathalie va être en contact téléphonique avec Joseph, immédiatement derrière, elle appelle Xavier. Un petit peu comme si elle allait rendre compte à Xavier Luciani Vincent Raffray, juge d'instruction. du contenu de ses appels avec Joseph Vicenzini. Nathalie contacte Xavier après chaque appel à Joseph. Les gendarmes décident alors de revenir sur ce mystérieux appel juste avant sa disparition. Et cette fois, encore, Nathalie a appelé Xavier juste après. Donc tout ça commence à intriguer, et de manière logique, les enquêteurs. En clair, les gendarmes se demandent si Xavier n'est pas lui aussi impliqué dans la disparition de Joseph. Peut-être une rivalité amoureuse qui aurait mal tourné. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Nous sommes 2 mois après la disparition du patron de l'Oasis. Les gendarmes ont maintenant 2 suspects dans le collimateur. La mystérieuse Nathalie, mais aussi son patron, Xavier. Peut-être que Xavier Luciani a lui-même un rôle dans cette disparition. Donc il décide de le mettre sur écoute. Et ces écoutes se révèlent très instructives. La vie du sympathique Xavier ne serait pas aussi lisse qu'il y paraît, car à la rivalité amoureuse s'ajoute une autre affaire encore plus troublante. Parmi les appels entendus par les gendarmes et qui vont particulièrement les intéresser, il y a celui de l'ex-femme de Luciani. Qui lui reproche son côté flambeur aux cartes. Il a un point faible, c'est le jeu, quoi. Il joue trop, il se rend trop souvent au bar de Jojo pour essayer à chaque fois de se refaire, puisqu'il perd souvent. Les enquêteurs vont se rendre compte que Xavier Luciani faisait partie des habitués des parties de cartes à l'Oasis et que ce dernier avait des dettes de jeu assez importantes et donc dettes envers Joseph Vicenzini. Xavier Luciani aurait des dettes qui seraient montées jusqu'à 52 000 euros à force d'accumuler des soirées et pensant se rattraper le lendemain, pensant qu'il allait se refaire. Il n'était pas capable de se freiner, il avait le démon du jeu. Les enquêteurs se rendent compte que Xavier Luciani pourrait avoir un motif de s'en prendre à Joseph Vicenzini par rapport à ses dettes de jeu. Xavier a un gros contentieux avec Joseph. Une dette de plus de 50 000 euros, une somme énorme. C'est une nouvelle donnée à prendre en compte dans la disparition du patron de l'Oasis. L'enquête s'accélère. Le 22 mars 2005, 2 mois après la disparition de Joseph, les gendarmes interpellent Xavier et Nathalie pour les placer en garde à vue. Cette mise en garde à vue est un coup de tonnerre dans Corté. L'idée que Nathalie et Xavier soient impliqués dans la disparition de Joseph étonne tout le monde. Mais à la gendarmerie, les choses ne se passent pas comme prévu. Au début des gardes à vue, que ce soit Xavier Luciani ou Nathalie Battesti, ils ne vont absolument pas reconnaître être pour quoi que ce soit dans la disparition de Joseph Vicenzini. Et c'est même un peu la stupeur parce que ils ne comprennent pas leur présence dans les locaux de la gendarmerie. Après 24 heures d'interrogatoire, les gendarmes sont dans une impasse. Faute d'aveu, il va falloir libérer le couple. Mais un événement va tout changer. Il va se passer un truc absolument incroyable.
La garde à vue va connaître un tournant, et puis le dossier également, puisque les enquêteurs vont procéder à diverses perquisitions. Et ces perquisitions, Xavier, dans un premier temps, s'attend à quoi? Il s'attend à une perquisition chez lui, ce qui est normal, une perquisition dans son établissement, ce qui est normal. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, en fait, Xavier est propriétaire de plusieurs véhicules. Et en fait, le chef d'enquête, lui, va taper tous les véhicules de Xavier. Ils vont notamment aller récupérer une voiture, une Peugeot 106, que Xavier Luciani avait entreposée sur un terrain qui appartenait à un membre de sa famille, à Sainte-Lucie de Mercurio. Donc les véhicules vont être saisis pour être ramenés à la gendarmerie. Et cette scène est incroyable. Quand Xavier Luciani va voir par la fenêtre du bureau dans lequel il est entendu passer cette voiture, cette Peugeot 106, il va blêmir, changer d'attitude. Car les gendarmes se mettent à fouiller cette voiture. Et en ouvrant le coffre, coup de théâtre. Ils font une découverte macabre. Dès que les gendarmes vont ouvrir la voiture, une odeur assez insoutenable va se faire ressentir dans cette voiture. Et dans le coffre, ils vont trouver, à côté de divers branchages, un cadavre dans une couverture. Et la particularité de ce cadavre, c'est qu'il est sans tête. La tête a été coupée au niveau du cou. C'est la stupeur. La 106 livre son secret. Pour les gendarmes, pas de doute. Il s'agit du corps de Joseph, affreusement mutilé et surtout décapité. Sa tête n'est pas dans la voiture. On a beau être gendarme, c'est quand même vision d'horreur le truc. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un corps qui a séjourné 2 mois dans un coffre et qui en plus est décapité. Dans quelle histoire on est en train de rentrer? Pour les proches de Joseph, le choc est insupportable. C'est l'effroi le plus total. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzi. En apprenant que non seulement celui-ci a été assassiné, mais dans des conditions que l'on peut deviner, avec un corps sans tête. Immédiatement, les gendarmes réinterrogent Xavier. Ils mettent la pression sur le suspect et au bout de quelques questions, il craque. Il passe aux aveux et leur explique enfin ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Il va raconter qu'il était souffrant ce jour-là, que dans la soirée, Nathalie rentre auprès de lui. Et le téléphone de Nathalie va sonner. Il va voir qu'il s'agit de Joseph. C'est ce qui l'a fait bouillir. Son sang n'a fait qu'un tour. À partir de là, il va faire semblant de sortir de chez lui. Et il va dire, oh finalement, je vais mieux. Je vais me rendre à une table de jeu. Mais en réalité, il va se planquer. Il va voir quelques minutes plus tard Nathalie sortir de chez lui, monter dans une voiture, celle de Joseph. Xavier raconte qu'il est fou de rage en voyant Nathalie partir avec Joseph. Alors il se précipite dans sa voiture et fonce chez son rival armé d'un rouleau à pâtisserie. Quelques minutes plus tard, il va finir par rentrer dans la maison, découvrir le couple au lit. Il dit à ce moment-là, je suis complètement fou, je suis ivre de rage et je vais le frapper, je vais le finir au rouleau à pâtisserie, quoi. Xavier raconte qu'il se rue sur Joseph. Il s'acharne sur lui. Nathalie va être réentendue et va confirmer cette version des faits. Elle va dire, nous avons pris rendez-vous, etc. Et au moment où nous étions au lit, un individu masqué, va-t-elle dire, que je n'ai pas pu identifier, s'est jeté sur lui et moi je me suis enfui.
Nathalie Battesti, elle va dire qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé ensuite. Vincent Raffray, juge d'instruction. Et qu'elle n'avait pas reconnu que c'était Xavier Luciani qui était intervenu pour agresser Joseph Vincenzini. Elle n'a pas pensé à appeler les gendarmes, Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. ni éventuellement les pompiers, peut-être pour lui porter secours, et qu'elle s'est réfugiée chez elle. Elle ne parvient pas à dormir. Stéphane Gazzo-Marfizzi, avocat de Nathalie Battesti. Et elle guette l'arrivée de Xavier Luciani. Et Xavier raconte la suite aux gendarmes. Après le drame, il aurait retrouvé son sang-froid et maquillé les lieux de façon à évoquer un cambriolage. Mais une fois sa besogne accomplie, il s'est retrouvé face à un gros problème. Faire disparaître le corps de Joseph. Il a une idée qui paraît totalement dingue, c'est de le donner à manger à des cochons. Il croit savoir que les cochons vont tout manger, sauf les dents et les cheveux, et c'est comme ça qu'il décide de décapiter le corps de Joseph. Mais c'est pas un boulot qui se fait tout seul. C'est pas un coup de hache, c'est un boulot monstrueux. Tellement monstrueux d'ailleurs que Xavier ne va pas au bout de son projet macabre. Il jette la tête dans la nature et il abandonne le corps dans le coffre de la voiture. Xavier a terminé ses aveux et les gendarmes n'en reviennent pas. Qu'est-ce qui a bien pu justifier un tel déferlement de violence ? Si le motif passionnel est crédible, l'énorme dette entre Xavier et Joseph pourrait aussi constituer un mobile sérieux. Tu décides de jouer, tu perds, tu payes. Pascal Garbarini, avocat de la défense. C'est le jeu, c'est la règle. Et Vincenzini va dire, il faut me payer. Il faut imaginer ce Xavier qui est quand même fils d'une grande famille de notables, dont le père était maire de la ville, qui déjà lui devient bistrotier, il est divorcé, enfin les choses ne tournent pas très bien. Le type est à deux doigts de perdre son bien et son emploi, donc d'être plus rien à Corté, quoi. Le détail des aveux de Xavier Luciani fait l'effet d'une bombe à Corté. Personne n'aurait pu imaginer une telle haine entre les deux hommes qui jouaient à la même table de poker depuis des années. Toujours sous le coup de ces révélations, les proches de Joseph l'accompagnent vers sa dernière demeure. C'est bien évidemment, pour la famille, l'horreur la plus totale. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. D'ailleurs, le jour des obsèques, on n'avait même pas l'impression que l'on enterrait notre ami. Quand on pense à quelqu'un, on ne pense pas à son corps, on pense à sa tête. Et là, on avait l'impression que l'on enterrait presque un inconnu, car la tête, l'image que l'on avait, n'était pas dans ce cercueil. On connaît maintenant le tueur ainsi que sa version des faits. C'est sur ces conclusions que les enquêteurs s'apprêtent à transmettre le dossier à la justice. Un an après la mort de Joseph, le dossier est clos et ses proches attendent impatiemment la date d'ouverture du procès. Mais le 22 janvier 2006, à des centaines de kilomètres de Corté, sur le continent, un événement relance toute l'affaire. Il y a un rebondissement absolument étrange qui, a priori, n'a aucun rapport avec les événements de Corté un an plus tôt et la mort de Joseph. Le corps d'un jeune Corse, probablement le poseur de bombes, a été retrouvé déchiqueté à proximité du centre des impôts d'Aix-en-Provence. La tentative d'attentat a échoué. Un autre jeune homme proche du FLNC dit du 22 octobre a été interpellé à l'aéroport de Marignane alors qu'il tentait de regagner l'île. On est à Aix, en février 2006, et une bombe explose. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il s'agit d'une revendication à ce moment-là de nationalistes corses. Très vite, l'antiterrorisme relie l'explosion de cette bombe à un nationaliste assez connu qui s'appelle Dominique Pasqualaggi. Et en enquêtant sur ce Pasqualaggi, les policiers découvrent qu'il est très lié à Xavier Luciani.
On va chercher toutes les connexions de ce Pasqualaggi et on tombe sur notre Xavier. Ce lien va finalement relancer l'enquête. Que vient faire Xavier Luciani, le paisible restaurateur de Corte, dans une affaire d'attentat? Luciani, on va en fait lui reprocher de confectionner les bombes dans son restaurant pour le groupe dont Pasqualaggi est le chef. Xavier serait donc lié aux nationalistes. Les enquêteurs de la cellule antiterroriste décident de l'entendre à propos des attentats. C'est une affaire très grave. Et sous la pression, l'homme fait des révélations. Mais pas celles que l'on attendait. Il revient sur ses déclarations concernant le meurtre de Joseph. Luciani dit à un moment donné « Je n'ai rien à voir là-dedans » puisqu'il va nier les faits. Terroriste. Il va dire « Mais je voulais vous dire, c'est que dans l'affaire du meurtre de Vincenzini, la personne qui a tué Vincenzini, c'est pas moi, c'est Pasqualaggi. Et la personne qui a coupé la tête de Vincenzini, c'est pas moi, c'est Pasqualaggi. » Les enquêteurs sont stupéfaits. Xavier livre une nouvelle version du meurtre de Joseph. L'affaire prend une ampleur que personne n'aurait imaginée. Et là, il y a une autre version qui surgit avec d'autres personnes qui ont un rôle. Et on n'est plus dans le cas d'un triangle, mais un quatuor, voire un quintet. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. On parle de réunions conspiratives, on parle d'un plan bien précis. On a une autre histoire encore plus sordide, encore plus glauque, encore plus crapuleuse qui apparaît. Cette affaire, qui était prête à être jugée, doit être reprise à zéro. La version du drame passionnel d'un homme jaloux qui tue son rival sur un coup de colère vole en éclats. Xavier revient sur ses aveux. Il est désormais question d'un crime en bande organisée et soigneusement prémédité. Il reconnaît que l'agression et l'intrusion chez Joseph Vincenzini était quelque chose de préparé. Vincent Raffray, juge d'instruction. En concertation avec d'autres personnes, que dans le même temps, il avait demandé l'aide de Dominique Pasqualaggi. Il affirme aux gendarmes qu'il ne voulait pas tuer Joseph, mais simplement lui donner une bonne leçon, et qu'il ne voulait pas y aller tout seul. Pourquoi ? On sait que Joseph a des accointances avec certains membres du grand banditisme corse. Alors Xavier décide d'enrôler quelques gros bras pour monter son expédition punitive. Et il se tourne vers Pasqualaggi, connu pour diriger une bande de nationalistes musclés. Il dit qu'il va chercher du soutien chez Pasqualaggi parce que finalement, Pasqualaggi, il n'est pas seul. Il a une force de frappe, il représente quelque chose. Et s'il y a un problème avec les membres du milieu, il saura peut-être y faire face, ou en tout cas, il saura tenir tête. Xavier va aussi décider Pasqualaggi en disant « Bon, moi j'y vais pour mes raisons qui sont propres, mais vous, en plus, vous allez tomber sur un coffre-fort rempli, donc videz-le. » Pasqualaggi se laisse convaincre. Et c'est un véritable commando qui se met en place. Une réunion a lieu à Corte, dans un vieil appartement, avec des moulures, des meubles d'époque. Pascal Garbarini, avocat de la défense. On va tirer les rideaux, les lourds rideaux en velours, une atmosphère pesante, peu de lumière, et on se réunit autour d'une table. Et à ce moment-là, Luciani va prendre la parole. Il faut écarter Vincenzini, il faut le faire payer. L'équipe est constituée. Il y a Sébastien, le neveu de Xavier, et pour finir, un certain Joseph Sabiani. Je me retrouve dans cette opération de manière très très simple. J'ai la visite un jour de Dominique et de Xavier chez moi. Bon, ils m'ont proposé une opération qui au départ, très clairement, ne devait pas tourner en assassinat. Ça devait être un saucissonnage et un braquage, c'est-à-dire faire le coffre de Jojo, lui mettre une rouste et le dépouiller. On présuppose qu'il y a beaucoup de liquide chez Joseph Vincenzini, donc allez, pourquoi pas.
Xavier est décidé, ils vont passer à l'action. Mais Joseph est un homme très méfiant qui n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Il faut avant tout rentrer chez Vincenzini. Et sa maison, on n'y rentre pas comme dans un moulin. Donc il faut que quelqu'un ouvre la porte blindée, il est très méfiant, il est très prudent. Alors Xavier monte un plan diabolique. Il décide d'utiliser Nathalie comme appât pour s'infiltrer chez Joseph. Dans la réunion préparatoire à laquelle j'avais participé, ça avait fait partie du plan. Joseph Sabiani. C'est-à-dire que Nathalie devait donner rendez-vous à Jojo le soir de la partie de poker le week-end. Celui-ci devait la rejoindre pour passer un moment avec elle. Cette dame accepte de se laisser séduire par Vincenzini. Elle avait le rôle d'appât sexuel. En fait, c'est pour rendre service à Xavier Luciani, par amour pour ce dernier, puisqu'elle se dit très éprise de Xavier Luciani à ce moment-là, qu'elle va accepter de faire ce que ce dernier lui demande, c'est-à-dire de donner rendez-vous à Joseph Vincenzini, de se rendre chez lui et de faire en sorte que la porte ne soit pas fermée. On a vraiment affaire à une pauvre nana et un mec va se servir d'elle pour commettre l'irréparable. Savait-elle ce qu'il adviendrait? Je ne sais pas. Et personnellement, je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'elle ait intellectualisé jusqu'au bout le drame qui est en train de se nouer. Car pour certains membres de la bande, les intentions de Xavier ne sont pas très claires. Veut-il se contenter de corriger Joseph ou l'éliminer purement et simplement? Alors, je me rends compte que l'opération va partir en brioche, c'est-à-dire lorsqu'on passe du braquage et du saucissonnage, qu'on arrive à finalement, il faut le tuer. Xavier change littéralement, c'est-à-dire le changement est même physique, dans l'expression, dans le regard, dans la façon de parler. Pour Sabiani, la donne a changé. Saucissonner un usurier pour vider son coffre, c'est une chose. Mais s'en débarrasser, c'en est une autre. On est à ce moment-là dans une logique meurtrière. Et on y va, et dans ma tête, il y a juste une alarme qui se met en route et qui dit stop, faut pas y aller. Pas bon parce que je ne suis pas un assassin. Pas bon parce que je vais pas aller tuer un mec qui m'a rien fait. Tue pas les gens. Sabiani se retire donc du projet et quitte Corte. Mais il est loin de s'imaginer que le petit commando va continuer sans lui et provoquer une tragédie sanglante. Le dimanche 25 janvier, à 23h39, Joseph est à sa table de poker à l'Oasis. La machination est lancée. C'est Nathalie qui entre en scène. Nathalie Battesti, quand elle appelle Joseph Vincenzini, qu'elle rappelle ensuite Xavier Luciani, elle donne un top. Pour que Luciani et consorts puissent pénétrer dans l'appartement et qui se rue tout de suite sur la victime qui n'a aucune chance. Mais selon Xavier Luciani, Joseph se défend mieux que prévu et prend même l'avantage. Je joue le sud parce que j'interviens pour lui asséner un coup plus important avec un objet contendant. Et c'est ça qui provoque une sorte de coma, quoi. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Donc, il déclare vérifier à la carotide, voir s'il est toujours vivant. Voyant qu'il ne répond pas et qu'il n'y a plus de palpitations dans la carotide, il estime qu'il est mort. Selon Xavier, ce serait donc Dominique Pasqualaggi qui porte le coup fatal, celui qui tue Joseph Vincenzini. Pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à eux, les trois hommes décident ensuite de se débarrasser du corps. On est sur un hiver dur. Le sol est gelé. On ne peut pas creuser. On ne peut pas non plus faire un bûcher, mais il faut que le corps disparaisse. Et je pense que la dernière solution qu'ils trouvent, c'est le fantasme du cochon mangeur d'hommes. Ils ont vu Hannibal de Ridley Scott, où on voit effectivement que les cochons dévorent les corps d'êtres humains. On peut qu'on les jette dans une percherie. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Je trouve qu'il y en a une, tout près de Corte, à une dizaine de kilomètres, à Sainte-Lucie-di-Mercurio. Et en pleine nuit, les voilà qui partent avec le corps de Jojo. La seule chose qu'ils savent, c'est que les cochons ne mangent pas la tête des victimes.
Donc il faut d'abord se débarrasser de la tête. Et cette fois encore, Luciani désigne Pasqualaggi comme celui qui prend les décisions. Xavier Luciani confirme que Dominique Pasqualaggi était présent et qu'il est celui qui a commis l'acte de mutilation post-mortem irréparable, la décapitation. Au milieu de la nuit, les trois hommes se séparent. Alors que Luciani rentre chez lui, les deux autres prennent un chemin désert le long d'une voie ferrée où se trouve un ancien puits. Le lieu idéal pour se débarrasser de la tête de Joseph. Et une fois ce sale travail terminé, les trois hommes ne sont pas sereins. Surtout Sébastien, le neveu. Ne pouvant pas dormir, le neveu retourne voir ce qu'il en est. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Voir si effectivement le corps disparaît, mais les cochons, au milieu de la nuit, ils n'y ont pas touché au corps. Et ils ont oublié un détail, c'est que la mafia sarde, eh bien, elle affamait les cochons avant de donner les corps de leurs victimes. Et là, évidemment, les cochons sont repus et ne mangent pas le corps de Jojo Vincenzini. Si bien qu'il rappelle Xavier en lui disant, écoute, là ça marche pas, enfin le corps est là, quoi. À eux deux, ils vont remettre le corps dans la voiture. Et le cadavre de Joseph ne sera retrouvé que 2 mois plus tard. Les enquêteurs connaissent maintenant l'essentiel du déroulement de cette terrible nuit. Grâce aux indications du neveu de Xavier, les gendarmes retrouvent la tête de Joseph au fond du puits. Et là, ce sont les explications de Sébastien qui vont permettre aux gendarmes d'aller sur les lieux, sur le puits, situé près de la voie ferrée. Et sur ces indications, les enquêteurs vont effectivement retrouver sous un amas de pierres, dans un puits, le crâne de Joseph Vincenzini. Cet événement-là a permis de prendre conscience que notre ami avait disparu. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. Et c'est à partir de ce moment-là que les proches ont commencé à faire leur deuil. Et qu'on approchait de la vérité. À Corté, l'enquête est quasiment bouclée. Mais c'est à Paris, au 4e étage de la section antiterroriste, que surgit l'ultime rebondissement de cette affaire. Après des heures d'interrogatoire, les policiers apprennent à Pasqualaggi sa mise en cause dans le crime de Corté. Là, il apprend qu'il se retrouve dans l'histoire d'un meurtre sordide. Pascal Garbarini, avocat de la défense. De Vincenzini comme étant 1, l'assassin, et comme étant 2, le coupeur de tête. Il est anéanti. Car si Pasqualaggi reconnaît sa participation au commando, il nie totalement avoir porté les coups qui ont tué Joseph. Donc c'est évidemment un choc immense, parce que là, ça va beaucoup plus loin qu'une mise en examen pour association terroriste. Là, on est quand même dans l'homicide. Et donc il comprend que c'est très très grave. Et scène hallucinante, il va profiter de ce que la fenêtre du bureau est ouverte. Il arrive à détacher sa menotte et il se jette par la fenêtre. Les policiers sont médusés. Après une chute de 15 mètres, le suspect gît sur le sol, inconscient, mais toujours en vie. En tout état de cause, Dominique Pasqualaggi devient paraplégique à la suite de cette chute et il n'est plus le même homme dès ce jour-là. Pourquoi s'est-il défenestré? Aveu de culpabilité ou manifestation de son innocence? A-t-il tué Joseph? Cela va se décider à la cour d'assises de Bastia. Le 31 mai 2010, c'est le début d'un procès hors norme. Ce n'est pas un procès banal. D'abord, la salle d'audience est pleine. Beaucoup de gens sont descendus de Corté. Ensuite, on a parmi les accusés un homme en fauteuil roulant. Et puis, donc, une ambiance évidemment assez masculine. On a un lot au cœur quand on rentre dans cette salle d'audience et qu'on est suspendu quand même à cet espoir, à ce qu'une vérité va surgir. Est-ce qu'un accusé va craquer?
Tout le monde espère enfin connaître la vérité sur cette affaire à rebondissement. Mais dès les premiers jours de l'audience, les deux principaux inculpés restent sur leur position. Xavier Luciani s'est enfermé dans une version, Pasquale dans une autre. Luciani va dire évidemment que c'est Pasqualaggi qui porte le coup fatal pour se défausser. Xavier Luciani va rester très constant sur un point. Vincent Raffray, juge d'instruction. C'est qu'il ne souhaitait pas la mort de Joseph Vincenzini. Pasqualaggi a une version tout autre, puisque lui dit qu'il n'est jamais rentré dans la maison. Il était là pour prêter main forte, il était là derrière la porte, mais il dit qu'il n'est jamais rentré dans la maison. Alors tous les regards se tournent vers le personnage clé de l'affaire. Que va dire Nathalie Battesti ? Le procès va être particulièrement difficile pour Nathalie parce que ça fait 5 ans qu'elle vit avec cette affaire, elle comparaît libre, mais surtout, elle va comprendre finalement au cours des audiences qu'elle a été totalement manipulée par Xavier. Lorsque vous rencontrez Nathalie Battesti, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une personne très naïve, parfois même fleur bleue. Stéphane Gazzo-Marfizzi, avocat de Nathalie Battesti. C'est-à-dire qu'elle me parlait de ce Xavier Luciani qui lui avait offert un café, qui avait passé sa main dans ses cheveux. C'était des faits d'une simplicité extrême, mais elle m'en parlait comme une jeune fille en fleurs, comme une adolescente. Quelle version va-t-elle livrer de cette terrible nuit du 23 janvier 2005 ? Le tribunal retient son souffle. Nathalie Battesti va dire qu'un peu plus tard, quand elle part en voiture, elle voit une voiture sur le bord de la route et qu'elle reconnaît Dominique Pasqualaggi dans cette voiture. Il y a un témoin qui ne voit que la voiture de Pasqualaggi garée à l'extérieur de la maison. Pasqualaggi, il dit qu'il n'est pas dans l'appartement, et puis après il dirait qu'il fera une sorte de guet. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Et d'ailleurs qu'il croise Nathalie Battesti qui sort de l'appartement. En dédouanant Pasqualaggi, elle accable indirectement Xavier, son ancien amant. Alors qui les jurés vont-ils croire ? Au terme des 10 jours du procès, c'est l'heure du verdict. Xavier Luciani est quand même le moteur de ce projet, celui qui aurait donné la mort à Joseph Vincenzini. Donc Xavier Luciani sera condamné à 30 ans de prison. 30 ans pour association de malfaiteurs et assassinat. Un verdict confirmé en appel en mars 2011. Pasqualaggi, condamné en première instance à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat, voit sa peine réduite à 18 ans. Une réduction de peine aussi pour Nathalie Battesti, qui passe de 10 à 7 ans d'emprisonnement pour non-dénonciation de crime. Quant à Sébastien, le neveu de Xavier, il est condamné à 15 ans pour sa participation à la préparation de l'assassinat. Sabiani, qui s'était retiré du projet avant son exécution, écope de 3 ans avec sursis. J'aurais pu sauver la vie de ce type-là. J'aurais pu. J'avais un coup de fil à passer, j'allais dans une cabine téléphonique, j'appelais les gendarmes, et Joseph Vincenzini serait vivant. Joseph Sabiani. Je le regrette amèrement. Quand je vous dis que je le regrette amèrement, c'est quelque chose qui me poursuit encore, et qui me poursuivra jusqu'au bout. Mais mes nuits et ma conscience me font lutter contre l'oubli tout le temps. Je trouve que, évidemment, c'est une histoire absolument incroyable, donc dire qu'elle raconte la Corse, ce serait faux. Mais elle raconte des petites choses, beaucoup de choses sur les sentiments. Ariane Chemin, journaliste au Monde. C'est-à-dire que on peut tuer pour un regard, on peut tuer pour un œil noir. C'est aussi une histoire de rivalité masculine, tout ça. L'essentiel pour les proches était de connaître la vérité en tout état de cause, les auteurs. C'est une histoire, un drame. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. Une fracture qui se referme difficilement et qui se refermera peut-être jamais totalement. Après ce qui s'est passé, le seul sentiment, la seule chose que je pourrais exprimer, c'est le silence.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Lionel Gage. Dans ce podcast inédit, nous allons plonger au cœur de l'un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières années. D'un côté, plus de 300 victimes. Et de l'autre, 2 dentistes accusés d'avoir mutilé leurs patients. Quand le scandale éclate, Lionel Gage, le principal mis en cause, gagne rapidement un terrible surnom, le boucher de Marseille. Après 10 ans d'instruction, le procès de Lionel Gage et de son père s'est ouvert au printemps 2022. Nous y étions, avec en toile de fond une seule question: les victimes obtiendront-elles réparation? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Il m'a arraché toutes mes dents. À la base, je suis parti pour un détartrage, j'ai rien compris. En 3 mois, il m'avait fait toute la bouche. Il m'a aiguisé toutes mes dents et il m'a dévitalisé 13 dents. Il m'a massacré la bouche. Chacun avait son sourire à lui, ça faisait son charme. Même ça, il nous l'a enlevé. Il nous a franchement détruits. Pour moi, il nous a détruits. J'avais 40 ans à l'époque. Là, j'en ai bientôt 49. On n'a pas de dents. L'humanité, je sais pas où elle est. Je sais pas. On ne fait pas ça aux gens. Moi, j'ai arrêté de pleurer de toutes les façons. J'ai tellement pleuré que j'arrive plus. Je suis fatiguée de pleurer. Un sourire de rêve qui vire au cauchemar, c'est ce que dénoncent 322 victimes parties civiles dans un procès très attendu et qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille. Plus de 300 plaignants, 150 avocats. Un procès marathon qui doit durer 6 semaines dans une salle spécialement construite pour l'occasion. Dans l'histoire judiciaire de Marseille, c'est du jamais vu. Il aura fallu près de 10 ans d'enquête pour en arriver là. Sur le banc des prévenus, 2 dentistes, Lionel Gage et son père Jean-Claude. Ils sont accusés d'escroquerie et de mutilation sur des centaines de patients. Ça fait maintenant 12 ans. 10 ans qu'on attend ce procès et qui a été une attente très 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 longue. Les questions que je me pose, c'est de savoir pourquoi il nous a fait ça à tous, parce qu'on est 320 quand même. Tout ce qu'on a vécu en fait pendant des années, il ne peut pas nous le rembourser en fait. C'est la souffrance, bien sûr, souffrance morale, les cauchemars. Des fois, ça m'arrive de faire des cauchemars. Cauchemars, j'ai perdu mes dents. Je me retrouve invalide. J'ai tout perdu en fait. J'ai perdu mon travail, ma santé. Je fais plus de sport, je fais plus rien. Il m'a brisé ma vie en fait. Qu'il puisse au moins avouer qu'il nous a mutilés et qu'on puisse nous en même temps oublier tout ça et passer à autre chose. Je sais pas quoi dire, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que c'est vraiment, c'est une histoire de fou ça. Une histoire de fou que la justice va devoir disséquer pendant plus d'1 mois. Mais qui est Lionel Gage ? Et pourquoi ce jeune dentiste de Marseille se retrouve-t-il au cœur d'un énorme scandale sanitaire ? Est-il vraiment celui que ses victimes dénoncent ? Un homme sans scrupules qui a brisé leur vie. Lionel Gage, en fait, il va grandir sous le modèle paternel. Denis Trocero, journaliste à la Provence.
Très jeune, il va assister à la carrière de son papa, donc, qui est chirurgien dentiste. C'est un garçon qui a baigné dans ce milieu. Frédéric Monneret, avocat de la défense. De la médecine, de l'art dentaire, et qui a décidé d'en faire son métier. Lionel a trouvé sa vocation. Déterminé à réussir, il bûche ses cours à la fac dentaire de Marseille et décroche brillamment son diplôme. À 25 ans, il décide tout de suite de s'installer à son compte, mais pas n'importe où. Loin des beaux quartiers où il a grandi, il s'établit dans le 15e arrondissement de Marseille. L'avenue de Saint-Antoine, où il installe son cabinet, est au cœur de ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. On est dans un endroit où on n'est pas très loin des grosses cités qui ont été construites dans les années 60-70. C'est un quartier qui est marqué par le chômage, c'est un quartier qui est très pauvre. Et c'est presque précisément pour cela que Lionel Gage va s'y installer. C'était un parti pris, c'était une volonté, parce qu'il pensait que là, il n'y avait pas forcément de professionnels de réputation. Et dès le début, il va accepter tout le monde. Le quartier est en plein désert médical. Personne ne vient s'installer ici. Alors pour ses habitants, c'est une véritable aubaine. D'autant que ce jeune dentiste est toujours disponible pour ses patients. C'est un médecin qui travaille beaucoup. Il se lève très tôt et dès 6 heures du matin, il est au cabinet de l'avenue de Saint-Antoine, ce qui arrange pas mal de patients. C'est incontestablement un dentiste qui est très dévoué. Parce que sa philosophie, à lui, c'est de dire « moi, j'accepte d'intervenir pour toutes les urgences auxquelles je suis confronté ». C'est le gars dévoué, t'as un problème, tu vas chez Gage, quoi. Un dentiste qui accepte toutes les urgences, la nouvelle fait vite le tour du quartier Saint-Antoine. Car non seulement il dépanne tout le monde, mais en plus, il est très sympathique. On a tous une peur du dentiste. Alors pour lutter contre, il essaie d'être drôle, il détourne l'attention en fait. C'est quelqu'un de très accueillant, avenant, jovial. Gilles Marta, avocat des parties civiles. Le tutoiement tout de suite, tu m'appelles quand tu veux, tu as mon portable. Bon, il crée tout de suite du lien. Il ne faut pas dire docteur, il faut dire Lionel. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Et il pousse vraiment les gens à ça. Non, il dit, moi je suis votre ami, quoi. Cette chaleur humaine, c'est ce dont se souviennent Youssef, Sarah et Pierre. Aujourd'hui, ils se retrouvent tous avec un dentier. Derrière leur sourire, toutes leurs dents sont fausses, ou presque. Une situation qu'ils étaient loin d'imaginer lorsqu'ils rencontrent Lionel Gage près de 15 ans plus tôt. En 2 secondes, il a commencé à me tutoyer. On aurait dit qu'on était allés à l'école ensemble. Youssef, victime de Lionel Gage. Bon, moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est bon, il est avenant, il est gentil. Lionel est très chaleureux. T'inquiète pas, mets-toi à l'aise. C'est vrai qu'il nous dit même, t'es comme ma petite sœur. Donc oui, t'inquiète pas, je vais bien te soigner. Sarah, victime de Lionel Gage. C'était familial quand on arrivait au cabinet. C'était très familial. La réputation de Lionel Gage dépasse vite le quartier Saint-Antoine. De toutes les cités alentours, on se presse dans son cabinet. Son père, Jean-Claude, vient rapidement lui prêter main forte. Sa patientèle explose et sa salle d'attente déborde.
Quand on voyait le monde qu'il y avait chez lui, c'est inimaginable. Dans le couloir, les gens, ils étaient jusque devant le trottoir. Tout semble sourire à ce jeune dentiste ambitieux. Son ascension fulgurante est couronnée par un très beau mariage. En 2006, il épouse la fille d'un riche promoteur immobilier. Lionel Gage a 26 ans. Il fait maintenant partie des notables de la région. Une incroyable réussite qu'il n'hésite pas à afficher. Il trouve à acheter assez rapidement une de ces belles villas qui sont un petit peu extérieures à la ville, piscine, voilà, tout le nécessaire. Il aime bien aussi parader, quoi. Donc il a une Porsche Cayenne, il s'est acheté une Aston Martin à 265 000 €. Faisait le beau, la belle voiture d'Aston Martin, on y compte un peu. Il arrivait là, même les gars au café, tout ça, ils le regardaient avec envie. Et étonnamment, le quartier qui l'apprécie, qui le trouve si sympathique, est plutôt fier de cette réussite naissante. Marc-André Secaldi, avocat des parties civiles. Ils se disent, ça c'est un bon médecin, il est dans la voiture de James Bond, donc il doit manier la turbine comme James Bond. Lionel Gage a relevé son défi. Il voulait être un grand dentiste, apprécié et prospère. En 5 ans, il est devenu une star du soin dentaire dans les quartiers nord de Marseille. Tout semble lui sourire. Et pourtant, tout va s'écrouler. Quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je vois une personne avec le sourire très changé, des dents qui ne lui ressemblent pas. Au jour d'aujourd'hui, j'essaye de moins rester devant le miroir. Là, avant, je pouvais mettre du rouge à lèvres, rester des heures à maquiller, prendre soin de moi. Là, aujourd'hui, si je reste 5 minutes, je me maquille très rapidement et je sors, quoi. Sarah a 32 ans. Elle vit recluse chez ses parents depuis plus de 10 ans, depuis ce jour de 2010 où elle pousse la porte du cabinet de Lionel Gage. Elle a alors 20 ans. Je vais le voir pour une carie sur une molaire, qui était quand même assez avancée parce qu'elle me faisait très très mal. Sarah s'installe sur le fauteuil en toute confiance. Elle connaît la réputation du dentiste et elle s'imagine qu'il va vite régler son problème. Mais après un rapide examen, elle se souvient avoir été surprise par son diagnostic. Il m'explique qu'il y a beaucoup de soins à faire et que j'ai des dents assez, si je peux dire, délabrées. Donc que c'est qu'il faut faire très attention et que je risque d'avoir mes dents qui vont tomber. Il m'a montré une photo d'un monsieur avec des dents noires, si je peux dire, toutes noires, la gencive noire aussi. Des dents qui manquent aussi, jaunes, toutes carriées. En me disant que si je continue à rester comme ça, mes dents presque vont devenir comme ce monsieur, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vrai qu'il m'a fait peur. Donc je me suis dit, ah oui, il faut faire quelque chose, il faut que je me soigne. Il me promet un sourire de star. Donc à la deuxième photo, il me montre le beau sourire et qu'il va me faire un sourire de star. Un sourire de star, une belle promesse qui rassure Sarah. Lionel Gage va lui sauver ses dents. Mais très vite, elle déchante quand elle découvre le résultat.
Là, sur la lumière du fauteuil, il y a un petit endroit en aluminium. Et là, je m'aperçois que mes dents sont toutes petites. Donc je passe la langue sous mes dents. Et là, c'est le choc. C'est le choc parce que je sens mes dents toutes fines, coupantes. Et puis après, il va me coller les prothèses définitives, mais directement, en fait, avec la colle très forte. Cette prothèse était sur quasiment toute ma mâchoire, donc c'était sur les 23 dents. Sarah se retrouve avec un dentier presque complet, à 20 ans seulement. Une situation qui intrigue vite la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il n'est pas courant qu'à cet âge-là, Gilles Martat, avocat des parties civiles. on pose autant de prothèses dans la bouche d'un adolescent. Quelle jeune fille de 18 ans en France Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Doit se faire refaire l'intégralité des dents? Ça n'existe pas. La CPAM saisit son service d'enquête en interne. Ce dernier réquisitionne les dossiers patients du dentiste et découvre avec surprise que Lionel Gage pose un nombre incroyable de prothèses. Des centaines de patients seraient concernés. Pour une simple petite carie de rien du tout, j'ai vécu l'enfer pendant... C'était la galère pendant 7 ans. Youssef, victime de Lionel Gage. C'est inimaginable. Enfin, moi, ça me rend fou. Youssef a 72 ans. Il a travaillé dur toute sa vie dans le bâtiment et jamais de problème de santé, jusqu'à sa première visite chez Lionel Gage. C'était en 2007, il y a 15 ans. Mais il s'en souvient encore, car ce jour-là, rien ne se serait passé comme prévu. D'abord, il m'endort là-dedans, il me passe la roulette. Une fois que j'ai la bouche ouverte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je ne vois pas ce qu'il fait. Hein. Au bout de quelques instants, reste-toi, je me reste. Ça va, il me dit ça va, tout va bien. Et comme je suis la bouche, elle est anesthésiée, j'ai l'impression d'avoir une bouche comme ça. Vous plantez un couteau dans la joue, on ne sent rien. Je rentre chez moi et je vais dans la salle de bain. Je vais pour me rincer la bouche. Je vois, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Je vois mes dents, on dirait des dents de vampire, toutes pointues. Surtout les molaires et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Le lendemain, je l'appelle. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait, là? J'ai les dents, elles sont pointues et tout. C'est quoi, cette histoire? Mais non, il me dit, t'inquiète pas, c'est pour les couronnes. Mais qui t'a dit que je voulais des couronnes? Et le piège était refermé. Il m'a dit surtout, de toute façon, après moi, en quelque sorte, vous n'aurez plus à avoir de dentiste. Oh, bénédiction. Vous n'aurez plus de problème. Ah, c'est tout. Pierre, victime de Lionel Gage. Il n'y a que comme ça qu'on a pu se laisser bluffer comme ça. À 80 ans, Pierre profite enfin de sa retraite et de son jardin. Mais il a dû se battre pour retrouver cette joie de vivre. Tout commence pour lui, en plein cœur de l'été, par une rage de dents inopinées et la quête désespérée d'un dentiste disponible. Je suis fin juillet, début août, j'ai un problème de dents. Mon dentiste était parti en congé. Je téléphone autour, congé, les réponses. Et voilà que je fais le numéro de Gage. Il a dit, écoutez, je vous prendrai même avant mon horaire d'ouverture. Venez, sans problème, je vous prends. Qu'est-ce qu'il fallait demander de plus? J'étais tombé sur le bon Dieu. Il
me fait asseoir et il commence à m'arracher une dent. Il me dit, tiens, je vois que vous vous comportez bien et que finalement vous résistez, ben je vous en arrache encore une. Ah, puis finalement ça se passe bien, je vous en arrache encore une. Mais je rentrais à la maison, j'étais complètement tremblant et tout. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui te fait, c'est pas possible. Et puis ça s'est passé comme ça. Et on a enchaîné rendez-vous sur rendez-vous, jusqu'à ce qu'il m'en ait arraché 14. J'ai 2 appareils en haut. J'ai un appareil collé devant, un petit appareil, et dessous, j'ai un grand appareil collé. Voilà. À la fin, donc, il me donne un miroir. Et là, je lui explique que les dents de devant, ce n'est pas mes dents. Je ne retrouve pas mes dents d'avant. Donc je lui explique, je lui dis mais est-ce que c'est possible de reprendre ça parce que pour moi elles sont trop grosses. Sarah, victime de Lionel Gage. Et il me dit mais non, c'est pas possible, le prothésiste les a déjà fait, ça reste comme ça, on peut rien faire. Elles sont déjà collées, c'est fini. Les fausses dents de Sarah la gênent. Elles sont épaisses et trop blanches à son goût. Mais c'est trop tard. Elle va devoir s'y faire. À la CPAM, les enquêteurs sont de plus en plus intrigués par l'activité de ce dentiste. Lionel Gage semble poser des prothèses de manière frénétique et dans des proportions hors normes. Après de rapides calculs, leurs soupçons se confirment. Il pose plus de 20 fois le nombre de prothèses que posent ses pairs. Denis Trocero, journaliste à la Provence. De la même profession. Donc à la CPM, on commence à compter le nombre de fausses dents qu'il a posées. Et on arrive à 4300 fausses dents pour 920 patients. Et ces prothèses, c'est ce qui, dans la cotation des tarifs de l'art dentaire, et se situe évidemment au sommet. Marc-André Secaldi, avocat des parties civiles. C'est ce qui est le plus rémunérateur et c'est ce qui est le plus cher pour les patients. Coût du soin de 300 à près de 2000 €, voire beaucoup plus. Car pour certaines prothèses, chaque dentiste peut fixer librement ses prix et gonfler ses honoraires. Une pratique légale, mais que Lionel Gage aurait poussée à l'extrême. C'est ce que découvrent les enquêteurs, très surpris. Ils se rendent compte que ce chirurgien dentiste qui est installé dans un quartier pauvre de Marseille Frédéric Monneret, avocat de la défense. est celui qui a un chiffre d'affaires 10 fois supérieur aux chirurgiens dentistes les plus prestigieux qu'il y a en France. Il est à l'époque le chirurgien dentiste de France qui fait le plus gros chiffre d'affaires, 2,6 millions, alors même que la moyenne de chirurgien dentiste, le chiffre d'affaires, c'est à peu près 180 000 €. Plus de 2,5 millions. En 2010, Lionel Gage aurait été le dentiste le mieux payé de France, à 30 ans seulement. Un dentiste richissime qui pose près de 30 fois plus de prothèses que la moyenne, à la CPAM, on est maintenant convaincu que Lionel Gage facture des soins abusifs. La fraude serait énorme, entre 3 et 5 millions d'euros. Et une question inquiétante se pose maintenant. Ce dentiste ne serait-il pas en train, effectivement, Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. de réaliser des travaux dentaires illégaux, inutiles, voire dangereux? Les enquêteurs définissent une stratégie qu'ils pensent imparable.
convoquer les nouveaux patients de Lionel Gage avant qu'il leur pose des prothèses, pour inspecter leurs dents et pour vérifier si le diagnostic est justifié. C'est alors une course contre la montre qui s'engage. La difficulté, c'est que Lionel Gage travaillait très vite. Il va y avoir une course de fond, une course incroyable entre Lionel Gage d'un côté et la Sécu. À chaque fois que la Sécu va repérer enfin quelqu'un en attente de soins, Gage le prend quasiment le lendemain. Il exécute effectivement avec une rapidité inouïe, ce qui a plusieurs avantages. D'abord, une fois que la bouche est pleine de prothèses et que les travaux sont réalisés, c'est toujours plus compliqué pour déterminer l'état initial. Impossible de vérifier les dents d'origine des patients car la plupart arrivent déjà avec leur prothèse définitive. Les enquêteurs sont coincés. La section de recherche de la gendarmerie de Marseille est alors saisie du dossier. Une perquisition a lieu au cabinet de Lionel Gage. Quand les gendarmes arrivent, ils sont au départ dans un environnement extrêmement chic. Mais il y a un contraste total avec le bureau de Lionel Gage. Traînent des dizaines de cartes vitales de ces patients. Il y a des feuilles de soins dans tous les sens. C'est un capharnaüm total. C'est un ensemble de choses qui les confortent. Gilles Martin, avocat des parties civiles. Dans l'idée que des choses pas très claires se passent au cabinet du docteur Lionel Gage. Mais ce qui intéresse surtout les gendarmes, ce sont les ordinateurs et les disques durs de Lionel Gage. Dans l'historique de son activité, ils espèrent trouver des documents compromettants. Et c'est une autre facette du dentiste qu'ils découvrent alors. On se rend compte que dès 2005 et durant les 3 premières années, il achète des biens pour des montants qui sont très importants. Un premier appartement à Megève, puis des appartements à Paris. Ça cumule en 2009-2010 avec l'achat d'un immeuble entier, un ancien hôpital d'ailleurs, qu'il réhabilite pour construire des appartements. Évidemment, il a la maison assez cossue dans la campagne aixoise. Mais le patrimoine immobilier a été évalué à peu près à 12 millions d'euros. Il a l'Aston Martin Porsche Cayenne, 14 œuvres d'art d'Andy Warhol. Il a un yacht qu'il aurait acheté 700 000 euros. Les gendarmes réalisent que Lionel Gage ne serait pas seulement le dentiste le plus riche de France, c'est aussi un investisseur boulimique. On est face à un médecin qui a voulu tout avoir tout de suite, qui s'est extrêmement endetté. Quand vous empruntez pour 11 millions d'euros, ça représentait globalement une charge de remboursement mensuel de 60 000 euros. 60 000 euros par mois. Une pression financière ahurissante. Pour les gendarmes, c'est le mobile tout trouvé de l'escroquerie. Pour assumer ses investissements, Lionel Gage serait obligé de gagner des sommes faramineuses et donc de prescrire des prothèses sur un maximum de patients. Mais à ce stade de l'enquête, rien ne le prouve. Les gendarmes décident de convoquer les employés de Lionel Gage et d'abord son assistante dentaire, celle qui se trouve aux premières loges pour observer le travail du dentiste. Et ce qu'elle raconte aux enquêteurs va lever le voile sur les étranges pratiques du cabinet. Nadia va dire que les devis n'étaient pas signés par les patients. Alors qu'un dentiste intègre doit montrer un devis, Marc-André Secaldi, avocat des parties civiles. Informer le patient de sa stratégie de traitement, lui, il n'en fait pas. Il méprise le devis. Comme ça, au moins, les gens ne peuvent pas aller demander un avis ailleurs. Il arrive, il opère immédiatement.
Une pratique illégale qui, pour les gendarmes, n'aurait qu'un objectif, duper les patients. Dans la pratique médicale, il y a un principe qui est marqué dans le marbre, c'est l'adhésion du patient aux soins. Ça s'appelle le consentement éclairé. Il y a des victimes qui ne savaient même pas à quoi s'attendre et qui se sont vues arracher des dents sans leur consentement, sans savoir ce qui allait leur arriver, qui se retrouvent avec des fausses dents. Pour les gendarmes, si l'assistante dit vrai, celle qui est forcément au courant de ces devis non signés, c'est la secrétaire médicale. Son audition va donner une nouvelle ampleur à l'enquête. Laetitia, de son poste, elle voit tout et elle entend tout. Elle voit bien qu'il y a un petit manège dont elle va parler aux enquêteurs en disant mais en fait ce qui se passe dans ce cabinet, c'est que je vois très régulièrement un homme parler aux patients. Cet homme, la secrétaire le comprend vite, c'est un courtier en assurance. Et s'il est là, dans la salle d'attente du cabinet, c'est pour démarcher les patients. Il venait faire signer des bulletins d'adhésion directement au cabinet, ce qui, là encore, est parfaitement contraire aux règles déontologiques. Qu'un courtier en mutuelle recrute directement dans une salle d'attente, c'est aussi une des bizarreries de ce cabinet médical. Lionel Gage a conseillé à mes parents de prendre une autre mutuelle parce que la mutuelle qu'avait mon père n'était pas suffisante. Sarah, victime de Lionel Gage. Donc on a eu l'intervention d'un courtier en assurance qui était Nadir, qui est venu à la maison et qui nous a souscrit à moi et mes frères et mes parents une autre mutuelle. Mais qui est cet homme qui gravite autour des patients ? Quels sont ses liens avec Lionel Gage ? Les enquêteurs se lancent tout de suite sur sa piste. Son employeur est rapidement identifié et son audition va aiguiser leur curiosité. Sa personnalité, c'est celle d'un jeune d'une vingtaine d'années. Donc, un peu haut en couleur, mais et surtout qui a une envie de réussir. Il vend tellement de contrats aux patients de Gage. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Que lui-même, il est quasiment le meilleur courtier des Bouches-du-Rhône, quoi. Selon son responsable, Nadir déclare entre 50 et 70 000 euros de salaire, un record pour un débutant. Pour les gendarmes, cela paraît bien suspect. Nadir est alors convoqué et d'emblée, il s'explique. 5 ans plus tôt, le dentiste lui aurait confié une mission pour ses patients. Trouver une mutuelle qui couvre tous les frais dentaires, même les plus coûteux. Nadir a repéré un contrat où on est remboursé jusqu'à 300% des soins et à 80 € par mois seulement. Mais uniquement la première année. Après, évidemment, ça passe à beaucoup plus cher. Lionel Gage connaissait par cœur ce contrat. Les garanties qui étaient offertes, comment ça fonctionnait. Gilles Marta, avocat des parties civiles. Comment il fallait résilier le contrat une fois que les soins étaient terminés. Donc il y avait même des modèles de lettres de résiliation qui étaient fournis aux patients. Et donc, comme ce sont des gens qui en général sont des gens pauvres. Denis Trocero, journaliste à la Provence. Ils vont passer par là et pendant une année, ils vont souscrire cette mutuelle. Selon les enquêteurs, cela expliquerait la rapidité de travail de Lionel Gage. Pour chaque patient qui souscrit, en effet, il a 1 an pour facturer un maximum de soins et de préférence les plus chers. Les gendarmes en sont maintenant convaincus. Lionel Gage a soudainement des perspectives d'enrichissement. Il peut se livrer en toute liberté à des soins prothétiques très onéreux, avec cet argument commercial qui consiste à dire de toute façon, ça vous coûtera rien. Donc on est véritablement dans un système de prédation de patients.
Ce sont des éléments qui vont conforter ce qu'on appellera le système Gage, qui participe de cette façon de rassurer le patient, qui en l'occurrence n'est presque plus un patient, c'est quasiment devenu un client, parce que c'est une véritable machine à fabriquer de l'argent. Lionel Gage aurait donc monté une combine très efficace pour amasser des millions. Une combine qui l'obligerait à soigner à toute vitesse et donc à bâcler son travail au mépris de la santé de ses patients. Très vite, en effet, des complications apparaissent. Dès le début, Youssef est mal à l'aise avec ses couronnes. Elles sont trop grosses. Elles le blessent sans arrêt. Mais la sensation, il n'y a rien qui va. La façon de parler, de manger. Youssef, victime de Lionel Gage. Et puis ça m'a coupé, ça, à l'intérieur, quand je parle ou quoi, ça me coupe. Je crache, j'ai du sang. J'ai la sensation d'avoir, c'est pas des dents, on dirait des fers à repasser que j'ai dans la bouche. S'alimenter, s'exprimer, tout devient difficile pour Youssef. Et la situation s'aggrave de jour en jour. Son quotidien vire au supplice. Mais alors, des douleurs, mais c'est pire qu'une rage de dents, atroce, à devenir fou. Je dormais pas. C'était un enfer. Dans ma tête, on aurait dit que j'avais des abeilles dans ma tête. Ah, j'ai dit là, il faut faire quelque chose. Et il faut que ça s'arrête, cette histoire. Je vais avoir beaucoup de gingivite à répétition, des abcès. Après, c'est vrai que la mauvaise haleine est tout le temps là, présente. Aussi des douleurs, des grosses douleurs aux dents. Je suis rentré chez Gage. Je mangeais comme normalement. Je pouvais faire tout normalement. Pierre, victime de Lionel Gage. Et en sortant chez Gage, qui devait m'arranger, je ne pouvais plus rien faire. Par exemple, mordre dans une pomme, alors là, c'est pas la peine d'essayer. Mordre le bout de pain, c'était pas possible. Il y avait toujours cet appareil-là du milieu qui tombait. Les prothèses de Pierre ne tiennent pas. Elles auraient été mal collées. Les repas deviennent un enfer. Il a peur à tout moment de perdre ses fausses dents. Et il doit bannir tous les aliments trop consistants. Un calvaire que vit également Youssef. Dans sa bouche, c'est le désastre. Des kystes, mes dents qui commençaient pratiquement à pourrir, toutes les couronnes, c'était gonflé, elles étaient pas adaptées. Et les infections, elles commençaient. J'ai tous les sinus ici qui sont bouchés, hein, tout ici. Malheureusement, la sinusite est devenue chronique. Et là, on ne peut plus rien faire. J'ai plus de sinus, plus rien. Et par rapport à ça, elle est devenue chronique, donc maintenant, je l'ai à vie. À bout, Pierre retourne au cabinet de Lionel Gage dans l'espoir d'être soigné. Gage ne me reçoit plus, Gage fils. C'est le père Gage qui était là. Il était jamais content, l'air de dire « Oh, il me semble que vous venez un peu trop souvent, quoi. » Non, mais honnêtement, hein. Et là, étrangement, c'est plus le fils qui prend les choses en main, c'est le père qui va servir de coussin, d'amortisseur. Il y a un système avec un jeu de rôle que chacun s'est attribué. Et donc, son père va, d'une certaine manière, assurer le service après-vente. Il me dit ouvre la bouche. J'ouvre la bouche. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. Puisque j'ai tout des couronnes. Il voit pas ce qui se passe dessous. Et il me marque antibiotique, anti-inflammatoire. Il me dit tu vas voir, ça va aller. Alors chaque fois c'était ça. Et je me dis mais où on va? Et là j'ai commencé à
avoir peur. On est saisi par le mépris qu'ils ont pour leurs patients, en fait. Les patients sont considérés comme des obstacles, comme des emmerdeurs, passez-moi l'expression. Marc-André Secaldi, avocat des parties civiles. Ce ne sont pas des patients, ce sont simplement des bouches destinées à faire du cash. Et une fois que le problème médical arrive, eh bien, on veut s'en débarrasser. Dans cette entreprise lucrative, Lionel Gage se serait donc trouvé un fidèle complice, son père, Jean-Claude. Et chacun aurait eu un rôle bien défini. Au fils, la pose systématique des prothèses sans consentement. Au père, l'éviction des râleurs. Le 27 novembre 2012, Lionel et Jean-Claude Gage sont interpellés et placés en garde à vue. Quelle explication pourront-ils donner à l'activité hors norme de leur cabinet ? Comment arriveront-ils à justifier leurs millions de chiffres d'affaires ? Et surtout, le nombre inouï de prothèses posées. Les enquêteurs pensent que la partie va être très serrée. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire la preuve que les actes médicaux n'étaient pas justifiés. Et cette preuve, ils ne peuvent l'obtenir que de Lionel Gage. Mais rapidement, ils se heurtent à un mur. Il répond de manière assez générale aux questions qu'on lui pose. Gilles Marta, avocat des parties civiles. Mais quand on va dans le détail, il ne se souvient plus. Il ne peut pas répondre. Lionel Gage, tout le long de ses auditions, est droit dans ses bottes, puisque quand on lui fait remarquer qu'il a un nombre important de patients... Frédéric Monneret, avocat de la défense. Et qu'il est difficile de traiter tous ces patients au cours d'une même journée, il explique « Mais je suis un excellent dentiste ». Il estimait qu'il était meilleur que la plupart de ses autres confrères. Denis Trocero, journaliste à la Provence. Il s'est targué à un moment donné de dévitaliser une dent en 10 à 15 minutes, là où ses confrères mettaient en moyenne 45 minutes. Vous pouvez vérifier, tous les actes que j'ai déclarés ont été réalisés par mes soins. Et si je les ai faits, il y a toujours une justification médicale. Il y avait notamment des patients qui avaient de graves problèmes dentaires, de caries, de dents qui se déchaussaient. Et moi, en conscience, j'estimais qu'il fallait traiter ces patients. Il se vit complètement en Mozart de l'art dentaire, et pour lui, les autres ne sont que des besogneux, quoi. Face à tant d'aplomb, les gendarmes changent de stratégie. Ils décident de confronter le dentiste aux déclarations de ses employés. Mais rien n'y fait. Lionel Gage balaie rapidement toutes leurs accusations. Après 48 heures de garde à vue, les gendarmes n'ont obtenu aucun aveu de Lionel Gage, ni de son père Jean-Claude. Mais le 29 novembre 2012, ils sont mis en examen pour escroquerie. Deux dentistes marseillais présentés cet après-midi à un juge d'instruction qui les a mis en examen pour des faits particulièrement graves d'escroquerie auprès de leurs patients et de la sécurité sociale. Lionel Gage a été à une époque le dentiste le plus prospère de France avant d'être radié, accusé d'avoir mutilé plus de 450 patients. On est sur du gravissime en termes de montant, de persistance de cette pratique. Jacques Dallest, procureur de la République de Marseille. Et d'abus sur des personnes vulnérables et d'absence totale de scrupules.
L'interpellation des Dr Gage fait du bruit. La presse s'en saisit. Toute la France découvre soudain ces intrigants dentistes qui auraient siphonné les caisses de la Sécu. À Marseille, c'est la stupeur. C'est une affaire totalement folle parce que c'est le dentiste riche qui se fait son argent sur le dos des plus pauvres. Ça choque considérablement quand l'affaire sort. Ça va être surtout l'occasion d'une prise de conscience. Les gens vont rattacher leurs problèmes au mauvais traitement que leur a fait subir le cabinet Gage. Et ça va être le début des premières constitutions de partie civile qui vont se compter en dizaines, puis en centaines. Dans tous les commissariats de Marseille, il y avait des gens qui venaient pour déposer plainte. Il y a aussi certaines personnes qui ont été entendues dans le cadre de l'enquête et qui ont dit qu'elles étaient totalement satisfaites par l'intervention de Lionel Gage. Et au bas mot, il y en a au moins 3500 qui n'ont pas déposé plainte. Cette médiatisation a finalement pu libérer leurs paroles. Ce qui est exceptionnel. Des gens ont pu se rendre compte que le grand docteur dont on louait la gentillesse et le savoir-faire dans tout le quartier, en fait, c'est peut-être juste un escroc. Quand ils apprennent l'arrestation des Gage, leurs anciens patients tombent des nues. Je me suis sentie très trahie. Sarah, victime de Lionel Gage. De me dire presque que c'est un membre de ma famille qui m'a mis un couteau dans le dos. De savoir qu'on s'était fait avoir comme ça, alors là, ça a été pour moi la honte, vraiment. Annie, épouse de Pierre. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on se soit fait avoir et que tous les deux, qu'il n'y en ait aucun qui ait réagi à tout ce qu'il lui a fait. Je sais pas, j'ai jamais compris. Oui, je suis en colère contre lui pour de me dire que il m'a eu juste pour de l'argent. Pour Sarah, Pierre et Youssef, c'est le déclic. Ils décident de porter plainte. Et comme eux, ils seront bientôt près de 300 à témoigner devant les gendarmes. Un nombre record de victimes présumées qui racontent toutes la même chose. Un véritable massacre dans leur bouche. Les enquêteurs seraient donc face à un énorme scandale sanitaire. Pour expertiser chaque situation, les gendarmes convoquent des spécialistes en soins dentaires. Et ce qu'ils découvrent sur les radios des patients et dans leur bouche fait froid dans le dos. Sur la période reprochée, sur 2006-2012, il a dévitalisé 3900 dents sur plus de 300 victimes. Ça veut dire une moyenne de 8 à 10 dents dévitalisées par patient, ce qui est totalement phénoménal. Donc même les experts n'en sont pas revenus. Ils préfèrent effectivement tuer des dents plutôt que les soigner. Dévitaliser est un acte irréversible qui s'impose uniquement lorsque la carie est trop profonde. Mais selon les experts, pas chez Lionel Gage. Ce serait un véritable serial killer de la dent. Lorsqu'on tue une dent, on tue un organe. Gilles Martin, avocat des parties civiles. C'est une mutilation au sens du code pénal. Et là, si on voulait résumer le résultat de quelques années de cabinet Gage sur la bouche des gens... Marc-André Secaldi, avocat des parties civiles. On pourrait dire qu'on n'est pas sur la croisette, on est plutôt dans un film d'horreur, et le film d'horreur, on pourrait l'appeler Massacre à la fraiseuse, vous voyez, un truc comme ça. Lionel Gage ne serait donc pas seulement un escroc, mais aussi un bourreau en blouse blanche. Il est définitivement radié de l'ordre des chirurgiens dentistes, et son père également. Tous deux devront répondre de leurs actes devant la justice. En attendant le procès, une saisie est ordonnée de tous les biens et comptes bancaires de Lionel Gage. Très vite, pour les enquêteurs, de nouveaux soupçons apparaissent. L'instruction, compte tenu du nombre de victimes très important, va mettre son temps, et le temps va être un atout pour lui pour organiser son insolvabilité. Il va transférer son patrimoine
au profit de son épouse, au profit d'autres personnes. Bon, il peut petit à petit, il essaie de protéger son patrimoine. Il se serait arrangé pour mettre sa fortune à l'abri. Mieux encore, les gendarmes apprennent qu'il s'est acheté un bureau de tabac en plein cœur d'Aix-en-Provence, un commerce très chic et florissant. C'est pas le PMU du coin qu'il a acheté. Il a acheté un des trucs les plus classes d'Aix-en-Provence. C'est l'endroit où on va chercher son Havane. C'est une cave à cigares. C'est l'endroit des notables, en fait. Et donc, et il tient cet endroit, quoi. Lionel Gage s'est donc trouvé un nouveau métier. Il a su rebondir et tourner la page. Mais pour ses anciens patients, le calvaire continue. J'ai essayé d'aller voir un autre dentiste, mais quand il a vu l'état de mes dents, c'était non, je peux rien faire. Je ne touche pas. C'est Lionel Gage, donc je ne touche à rien. Donc de se faire refouler, c'est très très dur. Donc depuis, je ne veux plus aller voir un dentiste. Pratiquement aucun praticien ne veut passer derrière Lionel Gage. Tellement certaines victimes sont charcutées, on ne peut plus sauver les dents. La plupart des autres spécialistes vont dire non, moi je veux pas vous toucher. Ils ont pas envie qu'on les accuse d'être à l'origine. Denis Trocero, journaliste à la Provence. De la situation qu'a causée leur prédécesseur. C'est la honte d'avoir des dents comme ça, si je peux dire, d'avoir une mauvaise haleine, donc de me dire qu'ils vont pouvoir me sentir, non. Je me renferme sur moi-même, je vois plus personne à l'extérieur, je n'ai plus confiance en moi. Je suis plus la même depuis 10 ans. Normalement, à partir de 20 ans, on commence une vie amoureuse, va trouver une belle vie, quoi, avoir des enfants peut-être plus tard, pouvoir avoir une vie sociale à l'extérieur, des amis, sortir, aller au restaurant. Moi, depuis 10 ans, je ne fais pas ça. Il a gâché ma vie, mon début de vie d'adulte. Pour moi, il a gâché. Pierre, lui, a eu plus de chance. Après bien des recherches, il a trouvé un dentiste qui accepte de le soigner. Mais il est loin d'être sorti d'affaire. Il faut maintenant poser des implants et tout reconstruire. C'est le début d'une nouvelle épreuve. Quand je vois le nouveau dentiste, il me dit « On va avoir à faire beaucoup de travail. » Il m'a dit, vous allez passer par des moments difficiles. Moralement, je suis abattu, mais je me dis, il te donne l'occasion de te rétablir, donc il faut que tu gagnes. De toute façon, tu ne peux pas rester comme ça, quoi, là. Je ne pouvais pas continuer ma vie comme ça. Pierre, victime de Lionel Gage. Et ça a duré 3 ans et des poussières 9 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça a duré longtemps, mais on est arrivé au bout. Aujourd'hui, Pierre a de nouvelles dents et plus aucune douleur. Il a retrouvé une vie normale. Un bonheur qui lui a coûté 15 000 €. Il y a des devis de reprise par des implantologues qui s'élèvent en plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai vu, moi, des devis à 60 000 €. Et quand vous avez un métier honorable, mais que vous êtes rémunéré au SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC, on fait quoi avec un devis comme ça? Des devis impossibles à assumer pour la plupart des victimes. Seul espoir, que les 2 dentistes soient condamnés et qu'elles puissent être indemnisées. C'est pour elles tout l'enjeu du procès. « 28 février 2022. Lionel et Jean-Claude Gage comparaissent enfin devant la justice. Ils sont poursuivis pour escroquerie
et mutilation. Ils encourent 10 ans de prison. Face à eux, plus de 300 plaignants assistés d'une centaine d'avocats. On est vraiment dans un dossier hors norme. C'est pour ça que la juridiction marseillaise a pris le parti, pour la première fois, de créer ce qu'on va appeler une salle procès hors norme, une salle de 400 places dans le 3e arrondissement de Marseille. Moi, j'en ai vu beaucoup des procès, mais des maxi-procès, on a créé une salle exprès avec On est dans une salle créée pour un maxi-procès, avec des micros partout, des journalistes. C'est un procès emblématique sur le plan du droit à la santé. Frédéric Monneret, avocat de la défense. Parce que on a rarement vu dans une salle d'audience autant de victimes. Un jeune, on va l'arrêter pour un permis de conduire, pour un petit délit, et un gars comme ça, on le laisse dehors. Des plaignants qui attendent ce procès depuis plus de 10 ans, avec l'espoir que Lionel et Jean-Claude Gage s'expliquent enfin. Mais très vite, c'est la déception. Les 2 dentistes contestent toutes les accusations portées contre eux. Quand ils parlaient, j'avais vraiment les boules, comme on dit chez nous, hein, carrément les boules. Possible d'entendre ça. Il faut sortir. Et ouais, non, mais il faut quand même un peu écouter. Non. Oui, c'est ça, vous faites quoi après, je vous ai entendu reminer, j'ai dit, il va sortir. Mais ça fait un moment que je remue, parce que un affront incroyable, quoi. Il se permettait d'enlever la parole à la présidente. Fallait voir au début comment il était arrogant. Il a envoyé une avocate sur les roses. Sa façon de parler. Youssef, victime de Lionel Gage. Tellement qu'il m'a mis les nerfs, j'ai attrapé mon avocate à part, j'ai dit, mais maître, comment il se permet de parler à une avocate comme ça, lui? J'ai pas cru qu'il avait la conception qu'il était responsable de quelque chose. Lionel Gage continue de clamer son innocence. Mais lorsque les victimes défilent à la barre pour raconter leur calvaire, ces témoignages bouleversants font vaciller le dentiste. Il a commencé par dire qu'il y avait eu des erreurs thérapeutiques. Et de l'erreur thérapeutique, il est rapidement passé à la faute, en disant « Je reconnais que j'ai commis des fautes, mais ce sont des fautes de négligence, d'imprudence. Je n'ai jamais pensé que je pouvais occasionner un résultat aussi catastrophique. » C'est lui qui a parlé de bilan catastrophique. Des fautes involontaires. Chez les victimes, la colère éclate. C'est insupportable. Mais moi, je travaille, madame. D'accord? Vous ne trouvez pas bien, moi. Qui rentre en prison. C'est sa place. Il faut essayer de se calmer. On veut qu'il aille en prison, parce que c'est là qu'il doit aller. Ça peut arriver un accident à une personne ou quoi, mais pas sur autant de personnes. Et il fait ça sur des enfants de 13 ans, 14 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a que l'argent. Il n'intéresse que l'argent. C'est énorme. C'est une mutilation massive, quoi. C'est pas 2 ou 3 personnes. On est quand même 350 à avoir le même problème, bizarrement. C'est volontaire. C'est garanti, volontaire. La moyenne, selon les ordres des médecins, c'est 1 à 3 plaintes dans 30 ans de pratique. On a le droit de se tromper. Bon. Et d'ailleurs, comme toutes les professions libérales, il est assuré pour ça. Gilles Martin, avocat des parties civiles. Et là, en l'occurrence, c'est 350 fois qu'il a fait les mêmes erreurs. Donc vous ne pouvez pas soutenir vous être trompé. C'est une vraie entreprise, et cette entreprise, elle est malhonnête. Marc-André Secaldi, avocat des parties civiles. Et elle est attentatoire à la santé des gens. C'est pas parce qu'il y a 350 parties civiles qu'une faute devient volontaire. Frédéric Monneret, avocat de la défense.
L'élément intentionnel n'existe pas. Il n'avait pas conscience que finalement, ces fautes allaient déboucher sur autant de désordre et sur ce qui est une véritable catastrophe sur le plan sanitaire. Le 5 avril 2022, le procès s'achève sans véritables aveux. Mais après 5 mois de délibéré, le verdict tombe. Pour une majorité de cas, Lionel Gage et son père Jean-Claude sont respectivement condamnés à 8 et 5 ans de prison pour escroquerie, faux et violence volontaire ayant entraîné des mutilations. Leurs avocats ont fait appel du jugement sur le plan pénal, estimant que la sanction était lourde et critiquable sur le plan de la proportionnalité. Incarcérés, Lionel Gage et son père, Jean-Claude, demeurent donc présumés innocents. Pour leurs victimes, c'est le début d'une nouvelle étape, celle tant attendue, où elles vont pouvoir se soigner et se reconstruire. La fin d'un cauchemar aussi pour Pierre et Youssef, qui vont profiter de leur retraite. Sarah, elle, a réussi à trouver un dentiste compréhensif qui a prévu de lui poser des prothèses plus ajustées. Le début pour elle d'une nouvelle vie. C'est un espoir de pouvoir oublier tout ça. Donc je me dis, je vais avoir un nouveau sourire et je m'accroche à cet espoir. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.